crachage de mes enfants. Et je tiens à préciser quelque chose d'essentiel. Ce jour-là, j'étais venue pour demander protection pour mes enfants. Mais ce qui s'est produit ce jour-là a été d'une violence indescriptible. Sans préparation, sans accompagnement psychologique, sans que mes enfants aient le temps de comprendre ce qui leur arrivait, sans même qu'ils puissent préparer leurs affaires ou dire au revoir à leur maison, à leur repère, à leur mère, tout simplement. En quelques minutes, leur monde s'est effondré. Ces jours-là, mes enfants ont reçu une double condamnation. La première, c'est « on ne vous croit pas, on pense que votre mère est derrière tout ça ». Et la seconde, plus destructrice, leur imposer au cœur même d'un palais de justice une scène d'arrachement d'une brutalité extrême alors qu'ils étaient déjà en état de détresse. Je revois encore mes enfants se cacher sous mon manteau, trembler, hurler, supplier qu'on les laisse avec leur maman, supplier qu'on les protège et qu'on les croie. Mais aucun adulte n'a arrêté cette scène, aucun adulte n'a entendu leur supplice. Mes enfants m'ont été arrachés à mes bras. Ce ne sont pas des mots excessifs, c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Dans la sidération, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai commencé à filmer instinctivement, parce qu'une partie de moi comprenait déjà que personne ne croirait ce que nous étions en train de vivre. On a tenté à plusieurs reprises de m'arracher mon téléphone des mains pour empêcher ces images d'exister. J'ai résisté comme j'ai pu tout en essayant de maintenir mes enfants contre moi. Puis j'ai été encerclée par des agents de sécurité, violentée, enfermée dans une pièce. Pendant ce temps, j'entendais au loin les pleurs de mes enfants. Je crois qu'aucune mère n'oublie un sang pareil. En 2011, ma fille Camille, alors âgée de 5 ans, me fait des révélations d'agression sexuelle. Puis quelques jours plus tard, elle décrit des actes criminels répétés et réguliers. Avec ses mots d'enfant, elle parle de viol par sodomie. Elle raconte que cela se produit plusieurs fois par semaine et déjà depuis plusieurs années. Encore sous le choc, je me rends à la police pour porter plainte. Ma fille est entendue à plusieurs reprises par un policier, puis par une psychologue. Elle explique et réexplique à plusieurs personnes, plusieurs fois les mêmes faits. Elle fait même des dessins très explicites. Sa parole est quasiment systématiquement remise en cause par le policier. Il lui suggérera, même à de nombreuses reprises, que c'est moi qui la manipule. Mais du haut de ses 5 ans, Camille, elle persiste. Il lui posera des questions pièges, des questions même accusatrices. Lorsqu'elle dit être fatiguée, il lui posera encore 22 questions. À ce moment-là, elle ne raconte plus, elle se défend. Le policier se mettra à rire devant Camille quand elle lui décrit ce qu'elle subit. Madame Majani, excusez-moi, juste je vous interromps. Vous pouvez nous donner une date? Oui, est-ce que c'est récent? En janvier 2011. 2011, voilà. Merci. Que dire lorsqu'il se permet d'inscrire sur le réquisitoire pour la psychologue, l'enfant ne parle pas d'attouchement ni d'agression sexuelle, alors que ma fille parle clairement de viols répétés et réguliers. Que dire de sa requalification en corruption de mineurs? L'enquête se résumera pour ma fille à avoir une psychologue et un gynécologue. Aucune enquête sur le mis en cause, ni saisie de ses supports numériques, et se termine par une petite audition, durant laquelle il n'y aura aucune question sur les viols. L'enquête est classée en 3 jours, par un simple coup de fil, avec cette obligation de rendre l'enfant dans l'heure. Au début, j'ai cru à un malentendu, à un dysfonctionnement local. Et je préviens que, compte tenu de ce qu'elle vient de me dire, je ne la rendrai pas. Alors, je monte aussitôt à Paris. Je me rapproche de l'unité spécialisée de l'hôpital. Et ils entendent ma fille lors de plusieurs rendez-vous. Ma fille parle encore et ils font un signalement. Mais comme le système est bien verrouillé, je n'obtiens bien évidemment aucun document. À mon retour, je suis interpellée à mon domicile, menottée, placée en garde à vue pour non-représentation d'enfants. Il s'agit de 2 fois une semaine de non-représentation d'enfants. Alors que ma fille dénonce des crimes répétés, c'est moi qui me retrouve derrière les barreaux, dans une cellule de garde à vue. C'est un véritable électrochoc. Pendant ma garde à vue, les forces de l'ordre se rendent à plusieurs reprises à mon domicile pour récupérer Camille. Mais grâce à Dieu, elle n'y était plus. Au sortir de la garde à vue, je suis placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de rendre Camille le soir même à l'agresseur qu'elle désigne.
avec pour moi obligation de soins psychiatriques, voire hospitalisation si nécessaire, et une convocation à comparaître un mois plus tard pour un jugement pour non-représentation d'enfants. Les règles sont posées, et je comprends. Je comprends que le dysfonctionnement est encore plus sérieux que je ne le pensais. Je comprends que le seul moyen pour continuer de protéger ma fille est de partir. Je me pose alors 2 questions simples. Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre normalement, allant au travail, tout en sachant ce qui se passe pour Camille? Est-ce que je vais pouvoir faire ce simple geste de la donner à l'agresseur qu'elle désigne? La réponse est non, claire, limpide, évidente. Je prends donc la décision de partir, persuadée qu'en 6 mois, la situation serait réglée et que le danger serait reconnu. Ce sera pour 11 ans. 1 mois après mon départ, à cette audience, je serai effectivement condamnée à 1 an ferme pour non-représentation d'enfants, ce qui est la peine maximale, pour 2 fois une semaine de non-représentation d'enfants. En quelques heures, j'ai tout quitté, ma carrière d'ingénieur en aéronautique, officier militaire, ma famille, mes amis, ma maison avec jardin, vue sur la Méditerranée dans un beau quartier, cette location que je venais d'aménager dans laquelle je venais d'y faire 3 mois de travaux. J'avais une vie réglée, stable, une position sociale, une carrière professionnelle toute tracée, un confort de vie, un bel environnement, un salaire confortable. Et j'ai été contrainte de tout abandonner en quelques heures, de fuir mon propre pays. J'ai dû fuir un pays qui non seulement ne croit pas les enfants, ne les protège pas, mais leur impose par décision judiciaire de vivre avec l'agresseur qui désigne et de continuer à vivre un véritable enfer. J'ai dû fuir la France car elle ne donne pas la possibilité aux mères de protéger leur enfant autrement. La France ne donne pas de place aux mères qui refusent que ces viols continuent. Elle nous pousse dans nos retranchements les plus extrêmes. Nous sommes criminalisés, condamnés, traqués. J'ai dû tout quitter, vivre caché, simplement pour que les viols sur ma fille s'arrêtent. Car c'est simplement cela que demandent les enfants. Que ça s'arrête. Mesure et toute l'ampleur des représailles qui m'attendent à la sortie de cet hémicycle. En 2020, le Premier ministre Jean Castex déclarait « Je dis aux femmes, n'hésitez pas à sortir de l'ombre, à sortir de la condition indigne qui vous est faite. Vous serez accueillis. Les auteurs des violences seront poursuivis sans relâche. » Mesdames et messieurs, j'ai découvert amèrement l'expérience des affres de notre système judiciaire. Car avant cette déclaration du Premier ministre, j'ai parlé, j'ai témoigné, j'ai saisi la justice afin d'obtenir, pour moi et pour mon enfant, une écoute, permettre la manifestation de la vérité. Mais je me suis opposée à un système qui ne cherche pas à écouter, un système qui préfère invisibiliser, un système qui vous parle de conflit parental, alors qu'on ne parle pas de conflit parental lorsqu'une femme, sous réquisition de police, se voit délivrer 30 jours d'ITT au titre du retentissement. J'ai témoigné. Je n'ai jamais choisi à être médiatisée. Je n'ai jamais choisi la lumière. J'ai d'ailleurs pendant longtemps été dans l'ombre avant de montrer mon visage. J'ai témoigné sous mon vrai prénom, d'abord dans Mediapart. Et je vais vous dire en fait ce que m'a valu déjà ce premier témoignage dans les pages de Mediapart à l'époque. Et donc, au bout de 7 ans, je suis partie après qu'il a essayé de me tuer devant les enfants en me jetant par la fenêtre. Bon, le problème, c'est que c'était tellement violent que déjà, quand il a commencé à me frapper, mon fils était juste à côté de moi, j'étais terrorisée, enfin, j'étais bloquée, je réagissais pas. Et donc, c'est mon fils, Édouard, qui a hurlé pour que je réagisse. Et c'est mes enfants qui m'ont tiré pour ne pas qu'on fait contrepoids, pour ne pas que mon mari me défenestre. Donc, suite à ça, j'ai pris les enfants sous le bras et je suis partie. Et 2-3 jours après, j'ai porté plainte. Sauf que j'ai porté plainte pour les coups, parce que ça, c'était facile de s'en souvenir, parce que j'avais des ecchymoses.
Sauf que j'ai fait une amnésie traumatique et donc j'ai pas porté plainte pour la défenestration. Voilà, mais il a reconnu les coups. Voilà, bon. Ce qui se passe, c'est que effectivement, 5 ans après tout ça, j'ai un de mes enfants qui s'est suicidé. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que je suis là. Il s'est suicidé parce que la justice m'obligeait à le présenter à son père. Il voulait pas aller en vacances 1 semaine sur 2 chez son père une fois qu'on a été séparés. Et mon avocat a insisté en disant « Moi, si vous ne le présentez pas, c'est du pénal, c'est de la non-représentation d'enfants, vous allez aller en prison et moi, je ne veux pas vous défendre pour ça. » Donc, j'obligeais mon fils Édouard à aller la moitié des vacances scolaires chez son père, alors qu'il avait dénoncé des violences de tout genre. Moi, il m'avait dénoncé des violences sexuelles que son père l'obligeait à faire à chaque vacances scolaires quand ils étaient chez leurs grands-parents à Carantec pendant la sieste. Il lui montrait des vidéos porno sur son téléphone portable et sur son ordinateur. Et il demandait des choses sexuelles à mes enfants. Moi, je ne pensais même pas possible qu'on puisse demander ça. Sauf que les enfants, ils étaient culpabilisés, ils se sentaient... Enfin, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils avaient 8, 9 ans, 6 ans, quoi. Enfin, ils ont 3 ans d'écart, quoi. Et donc, c'était juste atroce. Sauf que moi, je n'ai pas pu dénoncer ça parce que j'avais un juge des enfants qui me disait « Madame, s'il y a un problème, eh bien, on place vos enfants direct à l'ASE ». Et moi, je ne voulais pas qu'ils aillent à l'ASE parce que j'ai un fils aîné qui a été déclaré autiste. En fait, on s'est rendu compte par la suite qu'il avait un syndrome de stress post-traumatique complexe. Mais en fait, quand les enfants sont petits, les symptômes sont les mêmes. Et donc, je me disais que, de toute façon, le juge des enfants n'avait même pas pris conscience que mon enfant était TSA, alors trouble du spectre autistique. Pourtant, il y avait eu un rapport du pédopsychiatre qui le suivait, comme quoi il avait besoin de soins particuliers, mais le juge des enfants, il a vu ça, il n'en a même pas pris soin, et en fait, pour lui, de toute façon, c'était de ma faute. Voilà. C'était moi la fautive parce que j'avais la garde la garde exclusive, et donc c'était de ma faute si mes enfants n'allaient pas bien. Quand je disais au juge des enfants que mon fils, à la fin de son CP, ne savait ni lire ni écrire, le juge des enfants m'a dit « Mais madame, moi je l'ai entendu, puis les grands-parents disent qu'il lit très bien, il lit très bien, quoi. » Il y a moins de 48 heures, j'ai été avertie par l'intermédiaire de mon conseil que la partie adverse s'étant précipitée à écrire en urgence au juge aux affaires familiales chargé de statuer sur mon dossier, un magistrat qui doit prendre dans quelques jours un délibéré concernant mes droits parentaux, afin de l'informer de ma convocation devant votre commission. Autrement dit, le fait même qu'une mère vienne parler devant une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le traitement judiciaire de l'inceste et des mères protectrices devient immédiatement utilisé contre elle. Cette démarche, évidemment, n'a qu'un seul objectif, exercer une pression implicite autour de ma prise de parole devant la représentation nationale et d'influencer une fois encore le regard porté sur ma situation. Madame Abida, je me permets juste de vous interrompre pour bien rappeler les choses. Nous sommes en direct. Vous êtes toutes et tous convoqués par cette commission d'enquête. De ce fait, vous êtes protégés. Si je dois faire un courrier en tant que présidente de cette commission d'enquête, rappelant que vous avez été convoqués par la représentation nationale, je le ferai. Je vous remercie. Donc aucune conséquence du fait de votre convocation, vous étiez contrainte d'y répondre. Je tiens à préciser les choses et ça soit noté au PV de cette audition. Je vous invite à continuer. Je vous remercie, Madame la Présidente. Et donc, c'est précisément ça, aujourd'hui, que j'appelle une sorte de terreur institutionnelle, et je pèse le poids de mes mots. Terreur institutionnelle. On nous fait comprendre explicitement et implicitement que parler nous coûte nos enfants, du moins